Howdy folks, pour cette vidéo, je vous retrouve dans le sud de la Californie, dans le désert à côté de Palm Springs, où j'ai retrouvé des Français qui ont emmené leur Nissan Patrol depuis la France pour participer à la plus grosse compétition de tout terrain du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais les rencontrer, je vais leur poser des questions sur leur véhicule, sur comment est-ce qu'ils appréhendent la course. On va suivre la course ensemble, que ce soit les bons détails, les détails les plus émouvants, ou même les petits problèmes techniques. On va voir tout ça ensemble, donc restez bien accrochés, c'est parti! Je m'appelle Mathias, j'ai 23 ans, on est ici avec la Team 143 Motorsport. Pierre Lamy, Pedro pour ceux qui me connaissent, 33 ans, je suis le copilote de la Team 143 Motorsport avec Mathias. On est venu combattre le géant américain après avoir fait 2 victoires en stock class sur le championnat d'Europe sur ces 2 dernières années. 143 Motorsport est la seule équipe tricolore à s'être qualifiée pour le King of the Hammers, la compétition d'Ultra 4 considérée comme la plus dure au monde. En plus, Mathias et Pedro concourent dans la catégorie la plus difficile, la Stock Class. Concrètement, ça veut dire qu'ils doivent partir d'un véhicule de série. Ici, pas de châssis tubulaire, de moteur V8 surgonflé, de pneus de tracteur ou de suspension de l'espace. Cette classe de véhicule doit rester proche du modèle tel que sorti de concession et les règles sont très strictes. Avant que la course ne commence, l'équipe doit passer l'étape de qualification, appelée prologue. Lors de cette étape, les équipes se battent contre la montre. Elles doivent compléter un parcours de seulement quelques kilomètres qui déterminera leur ordre de départ le jour de la course finale. Qu'est-ce que tu attends des prologues? Pour toi, c'est quoi une bonne performance? Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne performance? La bonne performance serait de partir dans le début de la grille, mais pas tout devant non plus parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur ce terrain-là. Partir derrière, ce serait totalement une déception parce qu'en fait, on serait bloqué par les plus lents. Si on venait avoir un problème mécanique ou autre, c'est ce qui peut nous arriver rapidement. Mais par contre, voilà, partir entre 5 et 10, on serait pas trop mal. Ça serait une bonne place, je pense. Donc là, on a le score qui est tombé, vous êtes P7. Qu'est-ce que tu penses de ça? Du coup, on finit P7, donc on est super content de ça parce que on rentre entre les 5 et 10 qu'on comptait être. On part juste derrière tous les pros d'ici et même devant quelques pros et qui sont là depuis des années. Donc c'est énorme pour nous. Je pense qu'on a une bonne place pour pouvoir faire un bon début de course en tout cas. On a vu des images incroyables, nous, qui est du prologue, quand le Patrol était tout en haut de la crête, en train de passer entre les deux drapeaux. Toi, à ce moment-là, tu es dans le siège passager. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où vous passez ces deux drapeaux-là? Moi, pour l'instant, quand je suis dans le siège passager, la seule chose que je vois, c'est le ciel.
Je vois rien d'autre. Ouais. Donc après, la confiance, elle est à côté. Parce que toi, là, en tant que copilote, tu peux rien faire. Là, l'étape, elle est lancée, c'est lancé. Là, pour l'instant, quand je suis dedans, je vois rien. Moi, je suis concentré. Donc, j'ai tous les passages en tête. Voilà, tout ce qu'on a repéré en amont. C'est par où on doit aller. Moi, je sais que là, à l'instant T, j'ai rien à faire. C'est à lui de gérer la montée et la descente. Et après, focus sur le reste. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette course qui va arriver? Moi, ce qui me fait le plus peur ici, c'est d'avoir un problème mécanique loin. Parce que si on vient avoir un problème mécanique à 20 km d'ici dans le désert, on n'a pas droit à aucune assistance, on ne fera pas 20 km, moins 40 km à pied aller-retour. Pour récupérer la pièce, ce sera l'abandon obligatoire. Mathias a raison d'être inquiet. Mais pour bien comprendre ce qui rend cette course exceptionnelle, il faut regarder le profil du circuit. King of the Hammers n'est pas un simple ovale de NASCAR ou un circuit type Formule 1, ni même un circuit long du type 24 heures du Mans. Non, là on parle d'une boucle de 95 km en plein désert, et il faudra faire 2 tours. Et en plus de ces presque 200 km de parcours, le dernier tour comprend une section supplémentaire de franchissement dans la montagne. Une fois lancés dans la course, Mathias et Pedro seront seuls. Les mécanos n'auront pas le droit d'assister en dehors des garages et les participants ne pourront pas s'entraider. 2 stands sont désignés pour les interventions mécaniques. Un au départ et un juste avant le parcours d'obstacle final. Si le pilote et copilote rencontrent un problème mécanique en chemin, ils devront soit réparer la voiture sur place, soit aller chercher des pièces à pied au garage. On comprend donc ce qui leur fait peur. Mais heureusement, Mathias et Pedro sont bien entourés. Moi, c'est Gaillard Grégory, Moreau Damien. Je pense qu'on a quasiment tout ce qu'il faut pour réparer la voiture. Le seul gros problème, c'est qu'on n'a qu'une journée de course. Donc si on fait une grosse casse, quoi qu'il arrive, si on fait une grosse casse, quoi qu'il arrive, on n'aura pas le temps de réparer. Ou si on prend le temps de réparer, on sera malheureusement hors temps. La voiture, vous la connaissez par cœur? Il n'y a rien qui vous échappe? Vous connaissez toutes les pièces, vous les démontez jusqu'au dernier boulon, vous la remontez sans problème? C'est ça. Ou quasiment, oui. Très bien. Ce qui nous faisait le plus peur, c'était le avant. Donc c'était les essais ici, d'adapter la voiture ici, parce qu'on n'a pas des terrains comme ça chez nous. Donc notre plus grosse crainte, c'était le début. Après, à l'heure d'aujourd'hui, la voiture est prête. Le prologue, ça a marché. Donc maintenant, comme on dit, on n'a qu'une journée de course. Donc on va tout faire pour que ça soit nickel. Sous le capot, on est en moteur d'origine, donc comme on est en stock class, on a un 2,8 litres TD qu'on a un peu préparé, un peu amélioré pour avoir un peu plus de performance. Tout le moteur qui est neuf, culasse AMC, poussoir en mécanique, gros turbo avec échangeur. En chevaux, on a sorti à peu près 160-170 chevaux. Boîte de vitesse toujours en origine, boîte de transfert d'origine, mécanique, 5 rapports, voilà, courte, longue, 4 roues motrices. Que ce soit devant, derrière, on a des blocages de différentiel à RB. On est en jouet homocinétique RCV, tout renforcé. Suspension, on est monté en Fox. Dessus, après, c'est tout simple, c'est toujours la caisse du Nissan Patrol, où dedans, on est venu faire un arceau. Au niveau des roues, on est en jante acier bedlock sur des pneus BF Goodrich en 35. Les pneus, ouais, c'est des vieux pneus qui ont servi pour le Dakar. C'est des vieux stocks qu'on a rachetés. Donc en fait, ils ont la carcasse dure, c'est des pneus assez costauds. Donc pour l'Ultra 4, lui, c'est le top. Là, on a monté un réservoir de 120 litres ATL compétition pour avoir plus de capacité pour cette course-là, parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de bornes. Ici, ils ont la clé à choc, caisse à outils, les rampes pour se débrouiller, etc. Roue de secours et cric ARB. Voilà, et un peu des liquides si jamais ils doivent réparer sur place. Devant, on est en Far Vision X. Ensuite, on a monté un treuil, un 82-74 de chez Warn. Ici, ils ont tout l'équipement, eux, pour communiquer entre eux, pour communiquer avec nous. Ça, c'est les VHF. Ici, Pedro a son écran avec le tracé, avec les checkpoints qui guident Mathias. Niveau pilotage de Mathias, lui, il a son volant, ses leviers de vitesse pour ses courtes et ses longues et ses vitesses manuelles. Ici, on a des freins séparés qu'on a inventé à Mathias. C'est une nouvelle poignée qu'on sort chez nous, chez 143 Motorsport. C'est freins séparés pour bloquer ou la roue arrière droite ou la roue arrière gauche, pour permettre de pivoter le 4x4 pour pouvoir mieux tourner. On a mis des manos pour que Pedro surveille température d'eau, pression de turbo, etc. aussi. Ils ont de la pièce de rechange ici, ce qui est tirant, etc. Compresseur ARB pour les blocages de différentiel. Ok. Voilà. Bon, en espérant que ça suffise. Ouais. Le King of the Hammers est de loin la course la plus importante de l'année pour les amateurs de 4x4 extrême.
Tous les ans, le désert de la Johnson Valley à côté de Palm Springs en Californie se transforme en Hammer Town, où plus de 80 000 passionnés se rassemblent pendant plus d'une semaine pour participer et suivre les courses. Le soir, lorsque les compétitions sont finies et que les marques ferment leur stand d'exposition, la Johnson Valley prend des airs de Mad Max. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la course de 143 Motorsport. Mais si vous voulez en voir plus de ma semaine en Californie, sur Hammertown et aussi découvrir la Jeep que j'ai louée pour l'occasion, retrouvez cette vidéo en exclusivité sur mon Patreon avec le lien en description. Mais là, il est 6h du matin le jour de la course et le soleil se lève sur la Johnson Valley. Contrairement au prologue qui était juste une course contre la montre de 6 minutes, là, Mathias et Pedro sont partis pour au moins 10 heures dans le désert. Nous, on les suit à la radio, mais aussi sur les écrans. Mais c'est à ce moment-là qu'on a entendu la première mauvaise nouvelle. Our French entry, tough luck for these guys, they're showing stationary right now, so hopefully they can get that car up and running. Un petit appel les gars pour savoir si tout va bien. La réception est mauvaise, mais heureusement, les nouvelles sont relayées par radio rapidement. Le Nissan Patrol a perdu une roue. Mais heureusement, rien que nos pilotes de chez 143 Motorsport ne puissent pas changer sur le terrain. Dès que la nouvelle de leur retour dans la course est relayée, l'ambiance se détend rapidement. J'ai reçu un message. Ils devraient pas tarder à arriver chez nous. Chez où? Chez qui? Chez eux. Pit 2. Yeah, Pit 2. Ok, good. Après cet arrêt au stand réussi, direction le pit numéro 2. 143 Motorsport va s'y arrêter juste avant l'étape de franchissement. Allez, on les retrouve là-bas, mais là aussi, tout se passe pas comme prévu. Tant qu'à péter. Allez, 13, 10. Non, c'est même pas faux.
Là, dans les rochers, tu vois, ça tape un peu droite à gauche. Bon, heureusement, il y a toutes les pièces. Heureusement, vous changez les radiateurs plus vite que moi à la maison. Non, au milieu là-bas dedans. Bon, alors le pit a duré 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé quand le patrol est arrivé dans le pit? Qu'est-ce que vous avez constaté tout de suite? En fait, c'est qu'on suivait Mathias, on savait qu'il allait rattraper des retardataires, que ça allait beaucoup bouchonner dans la première partie caillou. Et Mathias a essayé de se débrouiller, de passer ailleurs et a abîmé le pare-choc avant, ce qui a fait reculer la caisse. Du coup, ça a endommagé le radiateur qui a fui. Donc il a pu revenir jusqu'au pit ici, donc il a fallu tout qu'on redresse, qu'on change le radiateur, qu'on modifie un peu, qu'on répare un peu. Alors ouais, heureusement que vous avez un radiateur de rechange, mais c'était pas C'est juste ça. une question de le remplacer, parce que du coup la caisse était déformée. C'est ça, en fait avec le choc avant, ça a déformé la caisse. La traverse sur laquelle le radiateur était posé, elle était pétée. Donc il a fallu qu'on bidouille quelque chose avec une cornière, voilà, les moyens du bord. On a refixé le radiateur malgré qu'il soit pas comme il faut, comme on a pu, pour qu'il puisse repartir. La cornière, vous l'avez installée donc avec des trous et des boulons. Il y avait aussi c'est l'option du poste à souder. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait finalement? Parce qu'en fait, avec toutes les vibrations, tout ça qui se fait, on n'a que le poste à arc ici et la soudure à arc est cassante. Donc on a préféré plutôt boulonner, prendre en sandwich la caisse avec des grosses rondelles. On savait que ça allait moins péter que de la soudure soudée sur de la tôle fine, quoi. Ouais. Je t'ai vu mettre des gros coups de marteau Ouais. dans la caisse. C'était pourquoi? Pour redresser un peu tout ce qui était tordu, quoi. De toute façon, il y a des fois, il faut employer des manières fortes pour redresser ce qui a été brutalisé, quoi. Ça marche. Donc là, ils sont partis pour faire la période du parcours un peu plus franchissement. Ouais. T'es confiant? C'est ça. La caisse va tenir. Confiant, on espère, on va croiser les doigts et puis voilà. Normalement, ça devrait le faire. Paradoxalement, pour l'étape de franchissement, ça va être un petit peu plus facile de les suivre parce qu'on va avancer plus vite qu'eux. Et oui, nous, on n'a pas besoin de franchir les obstacles. Regardons par exemple sur cet obstacle comment est-ce qu'ils vont pouvoir le franchir. En gros, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a même que 3. Soit vous laissez votre concurrent passer en premier. Oui, il prendra une place devant vous, mais au moins vous pourrez suivre ses traces, l'imiter et savoir comment faire. Une deuxième possibilité, c'est de prendre la route que vous voyez à droite. Oui, c'est légal. Ça s'appelle un bypass. Vraiment, c'est un raccourci. Mais il y a une pénalité. En l'occurrence, sur cet obstacle-là, prendre le raccourci vous coûte 45 minutes sur le chrono. On en parlera en toute fin de vidéo. Mais Mathias et Pedro, ils sont pas du genre à prendre les raccourcis. Ils ont donc choisi la situation difficile. D'ailleurs, leur adversaire a pris la solution numéro 1. Il les a laissés passer pour apprendre comment franchir l'obstacle et laisser les maîtres, Mathias et Pedro, franchir l'obstacle en premier. À ce moment-là, avec nos yeux profanes de spectateurs, on est super confiants. On les voit franchir les obstacles. Ça paraît facile pour eux, alors que des véhicules dans des classes supérieures, qui sont censés pouvoir franchir ces obstacles encore plus rapidement, les laissent passer et les utilisent pour apprendre comment grimper sur les cailloux. Oui, c'était assez incroyable à voir. À ce moment-là, on est vraiment en confiance. On part même sur la ligne d'arrivée et on les attend. On les attend, d'autres concurrents arrivent, d'ailleurs avec des voitures en très très bon état, on va revenir là-dessus. Mais eux n'arrivent pas, et on n'arrive pas non plus à les joindre à la radio. Pedro, Flo, Pedro. Il commence à faire nuit, de toute façon la course est terminée, ils ne sont pas arrivés à temps, on essaie de les retrouver. C'est ça parce que moi j'ai les deux trucs là et toi tu les as là. C'est-à-dire, vous mettez derrière. Regarde, nous ils sont là. Ils sont là. Bon, heureusement ils sont sains et saufs, mais il s'en est fallu de peu. Pas de casse mécanique dans un creux de montagne où la radio ne fonctionnerait pas. Heureusement quand même, et c'est le principal.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a frotté. On a même bien frotté, ouais. Je pense qu'on a même plus que frotté. On a légèrement modifié le tracé du coup. Ouais. Donc premier tour, ça s'est bien passé. Premier tour, on a quand même perdu une roue. Oui. Donc dans l'ensemble bien passé. Mais oui, au bout de 20 km, on a perdu une roue, la roue avant gauche. Donc ça va, on n'a pas eu trop de dégâts, on a pu réparer rapidement. Donc ça c'était cool. Ensuite deuxième tour, pareil, pas trop de problème, des bouchons. Ouais, il a fallu qu'on prenne des trajectoires un peu plus différentes pour pouvoir sortir, s'extirper des bouchons, parce que sinon on était cuit quoi. Donc on a pris la décision de forcer un peu plus sur la mécanique, mais pour pouvoir se sortir de là, parce que sinon on allait rester là toute l'après-midi. Ouais. L'arrêt au pit a duré presque 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous voyez qu'il y a les réparations en cours, le temps qui passe? Confiant. On a une super équipe derrière et on les connaît tous. Donc on savait qu'on allait repartir. Ensuite, la dernière partie de la course, nous on vous a suivi, on a vu le patron confiant, vous êtes passé là où d'autres attendaient, n'étaient pas sûrs, vous tracez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'était différent dans cette deuxième partie de franchissement? En fait c'est simple, ce que vous avez vu vous, c'était qu'une petite partie de ce qu'on a vécu nous après par la suite derrière en fait. Les choses se sont un peu plus dégradées, le parcours est devenu de plus en plus difficile. Et ouais, c'est devenu vraiment compliqué pour nous et pour le véhicule aussi quoi. Là, c'était vraiment difficile. On est vraiment rentré dans le dur. Ouais. Donc, quand tu dis difficile, c'était plus difficile que n'importe quelle autre course que vous avez fait avant? Je pense qu'on a eu des moments où on s'est dit waouh, là c'est difficile. Bah, ça a été même pas, je sais pas, un 20e, un 30e de ce qu'on a pu vivre ici. Ici, ça a été une démesure incroyable. Les parties les plus simples ici ont été les parties les plus dures qu'on ait pu avoir jusqu'ici. Dans d'autres terrains. Il faut remettre un peu dans le contexte, nous on avait des scores officiels, vous étiez 127 à partir, toutes catégories confondues aujourd'hui, il n'y en a que 25 qui sont arrivés à temps. Et dans les 25, ce qui n'est pas forcément trop dit par les médias, et nous on le sait derrière, via les personnes qu'on a vu rouler et nos petits groupes et les autres pilotes, c'est que sur ces 25 là, il y en a beaucoup qui ont pris beaucoup de bypass, donc oui ils ont fini. En moins de 10 heures, mais derrière, je crois que j'ai vu un résultat, il a 36 heures au final avec les pénalités quoi. Au final, il est pas si mal classé que ça parce que vu que dans la catégorie, il y en a que 7 qui ont fini, il est dans ces 7 là, dans tous les cas vu qu'il a fini, malgré ses pénalités. Après, ça se joue à celui qui a le moins de pénalités et en fait, ça se joue comme ça. Après, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment vivre l'aventure à fond et on peut pas appeler ça la tricherie parce qu'on a le droit de le faire. Mais on voulait vraiment être droit dans nos bottes et vraiment vivre l'aventure à fond et se dire voilà, on va prendre le plus de checkpoints possible. Tous, on n'en a pas loupé un. Et quitte à se mettre dans les endroits improbables, mais au moins y aller à fond et voilà, et aller le plus loin possible. Et se dire voilà, même si on n'a pas fini, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, on n'a pas pris de bypass, on a roulé comme on pouvait, comme on sait le faire. Et je pense honnêtement, après avoir discuté avec d'autres personnes, y compris des mecs de l'organisation, à chaque fois c'était unanime. C'est les gars, ce que vous avez fait, vous êtes des chapeau. Pour eux c'est plus marquant des équipes comme ça, même si elles ne sont pas finishers, mais des mecs qui vont dedans, qui en chient réellement. Dans votre catégorie, hier soir, il y a un des mecs qui a fini, il a dit que c'est la 3e fois qu'il essaye. Et comme vous avez dit, il a pris beaucoup de bypass. Et malgré que ce soit son 3e essai et tous les bypass, il a fini à 30 minutes de la fin du chrono. Alors 143 Motorsport 2026, on vous retrouve ici ou pas? On reviendra certainement, avec quoi, quand, on ne sait pas encore. Mais on reviendra certainement, oui. Et en fait, là, étant donné l'état du véhicule, mais l'état extérieur, c'est pas le pire en fait. Là, visuellement, oui, il est pas frais. Mais en final, en fait, c'est tout ce qui est derrière, dessous. Avec le fil des années, maintenant il a eu 10 courses, il est coupé de partout et il est en train de... Là c'est fini, là il peut plus rouler. Je me suis jamais posé d'objectif sur quoi faire à chaque fois, ça vient au fur et à mesure. Comme là, qu'on vienne ici, ça s'est fait après King of France, mi-juin dernier, qu'on a pris le délire, allez on se fait ça. Donc on sait pas quand ni comment, ça dépendra de l'idée, les envies et l'avancée. Ça marche. Mathias Armand, Pierre Lamy, en tout cas, c'était un plaisir de vous suivre dans la semaine. Et les gens peuvent vous suivre sur 143 Motorsport sur Instagram et Facebook. Exactement. Et donc vous allez faire des courses en France. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir. Moi je connaissais pas ce monde-là.
Et là, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de revenir l'an prochain. Eh ben, avec grand plaisir. La production de cette vidéo n'aurait pas été possible sans le soutien de mes Patreons. Merci beaucoup à vous. Oui, ça coûte de l'argent d'aller en Californie, de prendre une semaine de congé, d'avoir l'équipement pour vous faire une vidéo de cette qualité-là. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. D'ailleurs, pour 5 €, vous avez accès à une dizaine de vidéos en exclusivité avec le premier lien en description. Vidéo en exclusivité, notamment la prochaine qui est déjà disponible dès maintenant sur ma semaine en Californie. Je vous montre un petit peu plus l'intimité de Hammertown, ce qui s'est passé pendant la semaine avec 143 Motorsport. Et aussi, j'ai passé un petit peu de temps à LA, notamment au Peterson Automotive Museum, un musée d'automobile qui est absolument incroyable. Je vous montre tout ça en vidéo, le premier lien en description et merci beaucoup pour votre soutien.